Espoir. Se projeter vers l'avenir, bâtir des rêves ou laisser libre cours à ses aspirations, tout cela va de pair avec l'espoir. Pour beaucoup, il ne faut pas se laisser glisser dans les espérances, car les déceptions sont parfois cruelles. Mais croire, vivre en gardant espoir aide à nous relever des coups durs de la vie ou à avoir confiance dans le futur. L'espoir est comme une lueur, un souhait proféré par plaisir ou par conviction. Si l'espoir fait vivre, ceux qui vivent d'espoir meurent de faim, disait le penseur. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission On refait l'actualité. Aujourd'hui, nous allons refaire l'actualité en compagnie du docteur Toumani Kanté du collectif des docteurs vacataires des universités, instituts et grandes écoles du Mali. Le collectif est très fâché contre sa tutelle. Docteur Kanté nous dira tout à l'heure pourquoi. Nous aurons également nos rubriques habituelles avec mes deux lieutenants. Le buzz de la semaine avec Aminata Gali-Yatara. Bonjour Aminata. Bonjour Alexis, bonjour à tous nos téléspectateurs. Georges Atino va nous faire présenter le panorama culturel de la semaine. Bonjour Georges. Bonjour Alexis, bonjour à nos téléspectateurs. C'est prendre déjà pour un capitaine ou un lieutenant. Lieutenant, il est lieutenant. Nous aurons également Modibo Mao Makalo pour sa chronique économique et la chronique communication presse avec Abdraman Sako. Encore une fois, merci et bienvenue. Bonjour Monsieur Dr Kanté. Bonjour Monsieur Alexis Calambri. Voilà. Merci, on va revenir à vous le temps. Peut-être que Aminata nous dise qu'est-ce qui a fait l'actualité ou le buzz sur les réseaux sociaux cette semaine. Alors Alexis, comme toutes les semaines, beaucoup de choses se passent et se disent sur la toile, mais nous essayons de retenir l'essentiel pour nos téléspectateurs. Nous allons commencer par le retour à la vie de la vie politique au Mali. La vie politique semble reprendre au Mali, et oui, les partis politiques et les autres animateurs des chapelles politiques qui s'étaient retranchés, surtout faute d'avoir trouvé des points de chute ou d'entrée dans les bonnes grâces des militaires de Kati, semblent se réveiller de leur longue hibernation. Les animateurs des débats sur les radios et les plateaux télévisés peinaient à trouver des politiques courageux pour venir partager leurs opinions avec le public. Mais depuis l'annonce d'un agenda clair, ils semblent se rappeler aux bons souvenirs de leurs concitoyens. En effet, le référendum est annoncé pour mars prochain et tous les rendez-vous électoraux devront suivre. Du coup, sur les réseaux, on revoit les partis politiques et les hommes politiques parler. Ils se prononcent sur l'avant-projet de constitution, sur la vie chère, sur l'insécurité et bien d'autres, des sujets qu'ils ont ignorés longtemps. Du coup, les réseaux n'ont pas manqué de rappeler cet aspect de la question en disant que la classe politique s'était réduite à Moussa Mara et à quelques-uns qui ont accepté de prendre les coups à la place de tous. S'il y a une couche socio-professionnelle à laquelle les réseaux sociaux n'ont pas du tout fait de cadeaux cette semaine, Alexis, c'est bien les banquiers. Et oui, une série de tweets publiés par un confrère et révélant des malversations et des détournements d'une somme considérable dans une banque qui n'a pas été citée a suffi à enflammer nos banquiers. Le syndicat qui a menacé de faire une conférence de presse et la fêtière des banques qui s'est fendue d'un communiqué au contenu ajoutant encore à la confusion. Les réseaux n'ont pas raté les banquiers. Et oui, je le disais, chacun a rappelé ses déboires pour des sommes coupées, des refus de prêts, des refus de report d'échéance, pour voir que la banque peut être aussi large avec un individu qui n'apporte pas les garanties qu'on ne cesse de réclamer aux pauvres citoyens. Sur les réseaux, il n'y a eu aucune compassion.
pour la banque ou pour les banquiers, accusés de ne voir que l'argent, d'être dur avec les pauvres salariés. Certains ont profité du prétexte pour ramener la mauvaise qualité de l'accueil, la lenteur dans les services, la journée qu'il faut perdre pour avoir son argent, etc. Les pauvres banquiers n'ont donc vraiment pas été ont été mis au pilori toute la semaine. Par contre, Alexis, il y a eu beaucoup de compassion pour les zones d'insécurité, les écoles qui ont été fermées et la population qui vivent des blocus depuis fort longtemps. Avant de terminer, Alexis, je ne sais pas si vous l'avez vu, Georges m'a dit tout à l'heure qu'il a vu circuler sur les réseaux sociaux une affiche. Et oui, que disait l'affiche en question? Donc, c'était un groupe de femmes, une association nigérienne qui n'est pas au Mali, malheureusement, qui sont contre les uniformes, les cortèges de mariage, les gaspillages de toute forme au cours de nos cérémonies. Et l'association en question s'appelle CAFB, qui veut dire Confédération des ambitieuses femmes battantes. Donc, Alexis, je voudrais parler de cette affiche qui a fait le tour des réseaux sociaux. C'est une association nigérienne. Donc, si on a une association malienne du genre, nous les faisons appel pour venir, pour qu'on discute de ces sujets si intéressants sur ce plateau. Donc, j'en ai terminé avec ma chronique, Alexis. Merci, ce serait un bon sujet parce que je crois que sur le plateau, tout le monde est contre les uniformes et les... Sauf moi. En tout cas, moi, je suis contre. Bon, Georges est célibataire, on comprend. Les gens sont libres d'utiliser leur argent, donc du coup... Sauf que ce n'est pas leur argent, c'est l'argent du mari. Alors, Alexis, ça aussi, c'est un autre débat. Tout n'est pas du mari. On revient à notre invité. Bonjour, docteur. Bonjour, Alexis. Et c'est qui d'abord un vacataire? Ok, merci pour la question. Un vacataire de l'enseignement supérieur était un enseignant chercheur non permanent, c'est-à-dire qui n'a pas été recruté dans la fonction publique de l'État au cours de l'enseignement supérieur, mais qui enseigne soit il est dans les recherches, dans les instituts de recherche, ou soit il enseigne dans les facultés. On a combien d'universités publiques au Mali? On a 5 universités publiques au Mali, 5 grandes universités au Mali. D'après l'ordonnance 2010 pour la création, portant la création de l'université de Ségou, et les autres ordonnances datent de 2011 pour pouvoir créer les 4 autres universités. Donc on a 4 grandes universités et chacune des universités comporte les facultés et instituts. Alors comment disons l'enseignement est organisé au niveau du Mali, l'enseignement supérieur, j'entends? Oui, l'enseignement supérieur au Mali est organisé de façon de sorte que, au fait, on a des façons d'encadrer les étudiants dans les universités. On a les types de cours magistraux et on a les types aussi des travaux dirigés, les TD et les cours magistraux. Donc ce sont ces deux phénomènes qui nous permettent de passer, de véhiculer nos messages. D'accord. Moi je voulais savoir, vous avez parlé tout de suite du vacataire, de qui il est. C'est-à-dire que moi je veux savoir c'est quoi en quoi le vacataire est-il utile dans l'enseignement supérieur au Mali? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez de profs titulaires qu'on fait appel aux vacataires, ou bien de toutes les façons, même si on en a assez, il faut forcément que les vacataires soient là? Quelle est la place
l'utilité des vacataires. Ok, et pourquoi les vacataires, la question, pourquoi les vacataires dans l'enseignement supérieur? Au fait, depuis la création de nos universités, là, vu le nombre pléthorique des étudiants chaque année qui augmente, les enseignants, on a une insuffisance du nombre d'enseignants, d'encadreurs dans les universités. Et ça, c'est depuis un moment, depuis un long moment, notre pays est confronté dans cela. Donc, arrivé à un moment, et ces enseignants-là qui sont dans les universités, vu que le nombre est insuffisant, insignifiant, ils ont demandé à ce que si l'État, à travers la lutte syndicale du CNSOP, que je les remercie ici sur ce plateau, ils ont eu à leur accorder les heures supplémentaires. Et les heures supplémentaires de 2000, on est à 10 000 par heure maintenant. Donc ces heures supplémentaires, ces enseignants au-delà des heures normales, donc ces enseignants-là ont des heures supplémentaires. Donc ces heures supplémentaires contribuent à prendre une bonne partie des heures de cours pour pouvoir amortir un peu les manques d'enseignants à ce niveau. Et maintenant, avec même ces heures supplémentaires, ces enseignants-là ont dit que ça ne peut pas continuer, les nombres continuent à augmenter, ils ne peuvent pas encadrer les enseignants ainsi. Donc ils ont dit qu'ils sont en train de former d'autres jeunes et qui n'ont pas eu la chance d'intégrer la fonction publique, mais qu'ils ont demandé aux facultés et à la direction des grandes écoles de leur octroyer des contrats de vacation. Donc comme ça, là, on a fait une première vague de vacataires et on les a donné des contrats de vacation. Donc ils ont commencé à enseigner et à encadrer. Et comme ça, là, chaque année, on fait appel aux cas de besoin, on fait appel aux vacataires. Et ces vacataires-là, on leur donne des contrats et en fonction de ces contrats-là, ils interviennent dans les facultés et dans les universités. Ils interviennent sur les cours magistraux et les TD, comme les professeurs permanents. Alors déjà, moi, je voudrais savoir, est-ce que votre collectif a un nom? Bien sûr, bien évidemment. En 2020, nous avions créé ce collectif parce que le collectif s'appelle le collectif des vacataires des universités, grandes écoles et instituts de recherche du Mali. Donc c'est un collectif qui comporte les vacataires de toutes les universités et grandes écoles du Mali. Vous êtes combien à peu près? On est au nombre de 116 docteurs. Au moment où on lançait ce fameux concours-là, ce fameux recrutement-là, on était au nombre de 116. Pourquoi fameux? Pourquoi fameux concours? On en parlera. C'est là que tout le problème a commencé. Pourquoi avez-vous fait un premier communiqué juste après la proclamation des résultats? Ok, au fait... Non, je pense que voilà, avant sa question, ce serait bien d'expliquer justement comment est venu ce communiqué, le concours, comment c'était, voilà, pour qu'on comprenne un peu. D'accord. Au fait, en 2020, nous avions décidé de créer ce collectif et essayer de répertorier, identifier les docteurs qui ont soutenu et qui sont en train d'enseigner ou de mener les activités de recherche. Dès lors, on a eu un lot d'anciens, un lot de vacataires. Et nous avions commencé à entamer les démarches pour notre intégration parce que vous comprendrez que depuis 2017, le Mali n'a pas organisé un concours de recrutement dans l'enseignement supérieur. Donc en 2020, nous avions dit qu'il est vraiment il est important que nous nous organisions et que nous demandions aux autorités à ce que nous soyons recrutés. Parce que dans nos textes, il est dit que le recrutement au sein de l'enseignement supérieur est annuel. Donc nous devons être, les enseignants doivent être recrutés chaque année au niveau de l'enseignement supérieur. Donc ce sont ces éléments-là qui nous ont motivés à créer le collectif. Donc on a entamé les démarches auprès des autorités
ils ont envoyé les premières demandes à ce que les facultés grandes écoles expriment leurs besoins. Je vous dis que en 2020, les facultés grandes écoles ont exprimé plus de 1400 besoins d'enseignants supérieurs au Mali. Et l'État a dit qu'ils n'ont pas ces moyens. Donc, la question s'est traînée de 2020 à 2021. 2021, ils ont relancé les facultés. Parce que nous aussi, on les harcelait, on les demandait d'organiser le concours parce que c'est de notre droit. Nous, on n'a pas d'autres structures où aller. On a des doctorats qui sont des doctorats qui peuvent faire des activités de recherche ou d'enseignement. Donc, ils ont relancé les facultés. Les facultés ont essayé, ils ont demandé à ce que les facultés retravaillent aussi sur l'effectif des besoins. Donc, de 1400, ça a été ramené à 700. Donc, à 700, ils ont dit que ça aussi, c'est trop. Ils ne peuvent pas recruter 700. Donc, les discussions ont continué jusqu'à la fin 2021. Finalement, l'État a dit qu'ils vont recruter 119 docteurs. Et 119 docteurs, ils ont fait même des documents, des lettres officielles pour envoyer aux différentes facultés que l'État va recruter 119. Parmi les 700 des besoins exprimés. Donc maintenant, en 2020, ils n'ont pas fait un communiqué officiel, mais des lettres officielles adressées aux facultés. Donc vers début 2020 et 2022, ils ont dit que là maintenant, ils ne pourront pas même recruter les 119, mais ils vont recruter 59 docteurs. Donc ils ont fait un communiqué de recrutement de 59 docteurs à partir du mai 2022. Donc c'est à partir du mai 2021, pardon. Donc c'est de là maintenant que les choses ont vraiment ont pris cette tournure-là. Donc nous sommes sortis et nous avions dit qu'avec 59 docteurs, et nous sommes au nombre de à peu près 116 docteurs vacataires qui sont dans l'enseignement depuis des années. Et nous avions dit que ça va créer d'énormes difficultés, d'énormes problèmes au sein des universités. On n'a pas été écouté, donc on avait même décidé de boycotter le concours. Le ministre nous a rassuré que ça, ce n'est pas une bonne chose vu l'état du pays, la situation dont le pays vit, et d'attendre qu'il va voir avec le Premier ministre et ses autorités hiérarchiques et ce qu'ils pourront faire pour nous. Donc on a accepté et on est parti ainsi déposer les dossiers pour faire les tests de recrutement. Ok, d'accord. Oui. Oui, donc maintenant il peut revenir à ma question pour dire il a maintenant retracé l'historique. Maintenant, au-delà de ce communiqué, quelles sont les irrégularités que vous avez constatées? Ok, merci bien, madame. Au fait, les irrégularités que nous avions constatées, nous avions dit, tu sais, juste après le dépôt, on a fait le dépôt depuis juin 2022. Et maintenant, les résultats, officiellement, le ministre avait dit qu'il va proclamer les résultats à partir du 22 août. Ce rendez-vous n'a pas été respecté, on ne sait pas pourquoi. Donc là, ça c'est une irrégularité. Et il y a la non-organisation du concours de 2017 qui devrait être organisé chaque année et qui n'a pas été organisé depuis plus de 5 ans. Donc ça c'est aussi une irrégularité. Dont l'État est responsable. Mais au-delà de ça, les irrégularités entachées à ces résultats-là directement, il y a, madame, je vous dis que réellement, normalement, on devrait, pour un concours, on devrait afficher, publier une liste
des candidats au concours, normalement. Cela n'a pas été... C'est ce qui se faisait habituellement. C'est ce qui se faisait. Okay. Donc, normalement, on devrait faire cela. Cela n'a pas été fait. La liste n'a pas été publiée. Donc, et là, la liste n'a pas été publiée. Donc, et ça, c'est une irrégularité. Et au-delà de la liste, parce que si on avait publié la liste, on allait savoir combien de candidats ont déposé pour tel poste et combien de dossiers aussi ont été rejetés avec motif. Donc là, on allait avoir une idée de cela. Mais cela n'a pas été fait. Et on voit à la proclamation des résultats, on a des camarades, des collègues dans les collectifs qui ont déposé dans un domaine, ils sont au nombre de plus de 10 qui ont déposé dans un domaine, c'est-à-dire par exemple la science de gestion. On a déposé là-bas plus de 10 dossiers. Dans l'économie, ils avaient besoin un là-bas. Donc on a déposé aussi plus de 10 dossiers. Et on voit à la proclamation des résultats, sciences de gestion, un candidat, un admis. Et les autres, plus de 10 dossiers ont été déposés là-bas. Donc les autres dossiers sont partis où? Ça, c'est pareil pour l'économie, c'est pareil pour l'aquaculture, c'est pareil pour l'agroéconomie. Donc là, c'est un peu, ça a été... Est-ce qu'il n'y avait pas de faux diplômes? S'il y avait des faux diplômes, nous savons que s'il y a des faux diplômes, normalement, cela devrait être dit, voilà, le dossier a été rejeté, voilà les motifs, parce que le dossier est du faux diplôme, normalement. Donc, on avait besoin de ces informations-là. Donc, on dit que, tout simplement, on a dit où sont partis les dossiers, là, nos dossiers, là. Donc on avait besoin d'une explication de la part du ministère de l'Enseignement supérieur. Et au-delà, on voit aussi sur la proclamation des résultats, on voit des postes qui ont été aussi omis. Il y avait des postes qui avaient, comme le poste un poste, on avait besoin d'un docteur à l'université de Ségou, agroéconomie. Ce poste a disparu. Et on avait besoin d'un poste au CNRST. On voit au résultat, CNRST a 2 postes. Donc on voit ça, c'est des irrégularités qui sont liées directement qui sont vraiment liées, qui sont dans la responsabilité du ministère, du département. Okay. Et on voit aussi que dans la même proclamation de ces résultats-là, on voit des noms des gens qui ont soutenu à moins de 2 mois avant le lancement du concours. Donc, alors qu'on a dit l'ancienneté, la publication... parmi les critères, il y avait le nombre d'années. Le nombre d'années, le nombre de publications, et l'expérience dans l'enseignement supérieur. Donc, on va y revenir. Ça, c'est des éléments qui sont là, des preuves qui sont là et qui démontrent que réellement, il y a moins de transparence dans cette affaire. On va revenir, docteur. Le temps d'écouter Abdraman Sako qui, dans sa chronique communication presse d'aujourd'hui, nous donne les éclaircissements sur une campagne de communication marketing post-achat et les outils de communication appropriés. Il est au micro de Moussa Bengali. Bonsoir tout le monde. Nous allons parler aujourd'hui encore une fois de campagne de communication marketing. Nous avons l'habitude de vous dire qu'une campagne de communication marketing passe par 6 étapes, à savoir la préconnaissance, la connaissance, la préférence, la conviction, l'attrait, l'achat. Mais il n'y a pas que cette campagne. Ça, c'est la campagne qui permet aux consommateurs d'acheter le produit. Mais le rôle et la mission du chargé de communication ne saurait être limité à cette seule campagne. Il y a bien une campagne après achat. C'est-à-dire que après l'achat du produit ou du service par le consommateur, le travail du chargé de communication se poursuit. Parce que l'après-achat aussi demande une campagne avec la même ampleur. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un achète un produit ou un service? Donc, on est dans l'après-achat. Et cet après-achat se gère en matière de communication. Un consommateur, après une expérience d'achat,
est soit satisfait, soit non satisfait, on va dire insatisfait. Dans les deux cas, le chargé de communication a une mission importante à remplir. S'agissant d'un client satisfait, qui signifie un client qui est sorti avec une impression positive après une expérience d'achat, le chargé de communication ne doit pas perdre de vue un client satisfait. Parce qu'un client satisfait, en matière de communication, c'est un canal de diffusion très crédible, très efficace. On dit même beaucoup plus efficace que le meilleur vendeur de l'entreprise. Parce qu'un client satisfait, c'est un bouche à oreille efficace, très efficace, à tel point que le chargé de communication doit pouvoir le suivre et en faire même un ami. Parce qu'il sert d'une part de ce qu'on appelle un ambassadeur pour le produit. Ça veut dire que chaque fois qu'il se trouve dans un endroit, il parle du produit. Donc, il représente le produit à peu près dans tous les milieux. Ensuite, il sert d'avocat pour le produit ou le service. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un parle mal de l'entreprise ou du service, il est là pour dire que non, lui connaît bien le service, il connaît bien ce produit est un bon produit parce qu'il explique. Donc, un bouche à oreille très efficace qui doit servir vraiment de canal de diffusion désormais pour une entreprise. À l'inverse, un client qui est sorti insatisfait d'un processus d'achat peut être très pernicieux, très dangereux pour l'entreprise. Et le chargé de communication doit le suivre comme il suit d'ailleurs le client satisfait. Un client non satisfait peut d'abord, ça c'est évident, se retourner contre l'entreprise, demander un remboursement ou d'autres formes de réclamation. Il peut même traîner l'entreprise devant la justice, tout ça c'est possible. Il peut dénigrer l'entreprise auprès des associations de consommation. Donc c'est vraiment un bouche à oreille, contrairement aux clients satisfaits, très pernicieux, très dangereux, qu'il faut suivre de près. Et même plus dangereux parce qu'il y a une capacité de nuisance beaucoup plus forte. C'est-à-dire que là où un client satisfait peut vous amener 10 clients, un client non satisfait peut vous en éloigner 40 parce qu'il a une capacité de nuisance beaucoup plus forte, parce qu'il est beaucoup plus écouté. Il y a donc des outils de communication pour un client non satisfait. Outils de communication classiques, il s'agit de la boîte à suggestions. Le genre de boîte que vous voyez souvent, c'est écrit dans les entreprises boîte à idées ou boîte à suggestions, dans lesquelles le consommateur non satisfait met discrètement ses revendications, ses observations. Il y a aussi un registre de réclamation, qui est un cahier qu'on dépose aussi à la disposition des clients pour venir donner leurs observations s'ils ne sont pas satisfaits. Et comme outil moderne en ce temps de communication numérique, comme outil moderne, il y a le mail. Le mail qui n'est autre qu'une manière électronique et très discrète d'échanger avec un client, une meilleure façon pour vous, chargé de communication, de gérer dans la plus grande discrétion les desiderata, tous les besoins de clients non satisfaits. Donc voici les 3 outils de communication à votre disposition pour les clients non satisfaits. Merci. Merci à Abdrahmane Sako qui nous a détaillé les 3 outils de communication à utiliser. J'espère que vous les utiliserez parce que vous n'êtes pas satisfait. On revient avec une question d'Aminata. Tout à fait. Alors donc, docteur, pourquoi dites-vous que le recrutement a été fait dans le népotisme, la corruption, sinon le favoritisme, et quelles sont vos preuves tangibles? D'accord, merci madame. Au fait, nous avions dit que ces résultats entachés d'irrégularité et ces résultats aussi comportent tellement des éléments de népotisme et de favoritisme. On a les preuves, madame. Les preuves sont que du fait que nous avions un collectif, nous sommes tous membres du collectif. On connaît qui a soutenu quand, qui a soutenu sur quoi, et qui a publié quoi. Et donc on se connaît parce qu'on partage beaucoup de choses ensemble. Maintenant, on voit à la proclamation des résultats, on voit que ces dons qui sont rattachés directement à certains responsables
de nos grandes écoles, de nos facultés. Et ce sont ces gens-là qui sont, c'est-à-dire les assistants, qu'on appelle assistants des professeurs. C'est eux qui les ont encadrés. Et puis, ce sont ces assistants-là qui font les travaux de recherche pour ces professeurs, au nom de ces professeurs. Donc, on voit que ce sont ces gens-là qui sont admis. Et parmi ces gens, parce que nous nous connaissions, donc parmi ces gens, nous avons des gens qui ont soutenu à quelques mois avant le lancement du concours. Donc ils n'ont même pas eu le temps nécessaire de pouvoir publier même un article. Et ils ont postulé au niveau d'un poste où on a des docteurs qui ont fait plus de 6 publications dans ce domaine. Ils sont du domaine, ils ont fait plus de 6 publications et ils ont été déposés leur dossier pour ces postes. Et les commissions locales ont fait les classements et ce sont ces 6-là qui sont les premiers parce que le classement est fait par ordre de mérite. Les premiers, mais pas les seuls. Non, il n'est pas le seul. Okay. Il n'est pas le seul. Donc maintenant, on voit que ce sont ces résultats-là, les résultats, les travaux effectués par ces commissions locales et que nous avons les résultats d'ailleurs et qui ont été maintenant tripatouillés au niveau de la commission nationale. Donc là, on a dit que ça vient des responsables, de certains responsables des grandes universités et facultés que nous connaissions. Donc là, ça démontre qu'il y a le favoritisme et le népotisme. D'accord. J'ai une question. Oui. Est-ce que si c'était vous qui aviez eu vos noms à la place de ceci-là, vous auriez mené ce combat aujourd'hui? Oui, et tout à fait. Nous croyons que ces combats-là, on les mène au nom de l'ensemble des docteurs ou vacataires. Et ceux qui ont eu la chance d'avoir leur nom sur sur la liste, sur cette décision-là. Et nous, d'après d'autres, les candidats malheureux. Et c'est un combat que nous menons pour tout le monde. Parce que tout simplement, il s'agit de l'enseignement supérieur. Vous savez, madame, voyez-vous que l'enseignement supérieur, c'est la vitrine du savoir et de la connaissance de façon générale. Donc, à ce niveau, on n'a pas besoin à ce que certains comportements, certains caractères puissent être vraiment vus et pratiqués à ce niveau. Donc, c'est une première d'ailleurs dans l'histoire de l'enseignement supérieur au Mali que les universitaires niveau docteur mènent ces genres de combat, mènent cette sorte d'élite. Donc ça prouve qu'il y a on est en train de il y a un éveil de conscience et au-delà de cet éveil de conscience, nous voulons que l'enseignement supérieur soit vraiment une structure bien nettoyée et pour que ces pratiques ne puissent pas être vraiment faites là-bas. Je vais continuer toujours dans la même lancée que dans le même sens que Yatara. On a l'impression que en fait vous prêchez pour votre paroisse. En fait, on a l'impression que c'est parce que des membres du collectif des vacataires n'ont pas été recrutés à souhait que vous rejetez en fait ceux qui sont recrutés étaient membres du collectif ou pas? Ils sont membres du collectif, bien évidemment. Oui. On est du même collectif, mais nous disons que de la manière que ça a été fait, c'est ce que nous dénoncions. Nous dénoncions un combat pour le principe. Un combat pour le principe et pour l'enseignement supérieur du Mali, pour le savoir du Mali. Le savoir pas qui pour doit quelqu'un, être ça c'est comme, c'est pas pour quelqu'un ou bien pour ceux qui sont admis ou ceux qui ne sont pas admis. C'est pas un combat de ça. Ça c'est un combat de personne. Pour avoir dénoncé, on n'est pas dans cela. Ce favoritisme-là, selon vous, est-ce que ceux-là qui ont leur nom sur la liste vous soutiennent?
Ils sont avec vous dans ce combat, tu sais, puisqu'ils sont membres du collectif. Oui, ils sont membres. On est en train de mener les démarches, et dans nos différentes démarches, on échange avec certains qui sont nos amis. Et même l'autre jour, il y a quelqu'un qui a son nom là-dessus et qui était avec nous vers la démarche, on a mené une démarche vers Koulouba. Donc il était avec nous. Donc lui, il a compris. Et on ne va pas entrer dans des questions, des querelles de personnes dans cette histoire. Nous sommes en train on est des enseignants, on est vraiment des éducateurs, donc on est appelé on est forcément appelé à gérer les choses dans ces pays-là. Okay. Donc on n'a pas besoin nous ne devons pas se comporter de certaines façons. Okay, donc ces comportements-là sont à dénoncer. Nous sommes en train de dénoncer cela pour que ça puisse être corrigé cette fois-ci et que ça ne soit plus... ça ne se répète plus. D'accord. On va aller avec Georges Atino Koulibaly qui nous fait le récapitulatif des activités culturelles du mois de novembre au Mali. Je propose un petit tour d'horizon pour les activités ou les grands festivals qui vont avoir lieu ce mois de novembre. Donc on va commencer par Kai, la ville des rails, qui abrite du 7 au 13 novembre le festival Kai Seco, un festival placé sous le thème de la résilience du secteur culturel face aux défis sécuritaires au Mali. Pour cette deuxième édition, des grands noms de la musique malienne comme le groupe Songwe Blues, Nampé Sadio, mais également de jeunes talents comme le rappeur Warkan qui se produiront à Kai du 7 au 13 novembre. Presque à la même période, le festival La Nuit du Tama se tiendra ici à Bamako, donc du 18 au 19 novembre. Dans cette 8e édition, le célèbre joueur de Tama, Cheikh Nessisoko, et son équipe ont mis le paquet avec à l'affiche de grands noms également de la musique comme Basekou Kouyaté, Babani Kone, également le comédien Kanté, seront tous présents du 18 au 19 novembre à Bamako pour la 8e édition du festival La Nuit des Tamas. Un peu plus au nord du Mali, à Tombouctou, du 18 au 20, on aura le festival international Les Écrans de Tombouctou, un film qui mettra en compétition les experts du 7e art. Pour cela, des films venus un peu de partout, du Maroc, de la RDC, du Burkina Faso, du Sénégal, mais également du Mali. Donc Tombouctou qui accueillera ce grand festival international des écrans de Tombouctou pour aussi donner une autre image de la ville de Tombouctou et rassembler les amateurs, les passionnés du 7e art à Tombouctou, dans la ville mystérieuse au nord du Mali. J'espère que chacun aura son compte et que ça fait plaisir que dans notre grisaille, tout le monde ne baisse pas les bras et que la culture va continuer à rayonner, on va s'exprimer par la culture. Merci Georges. Nous revenons à notre invité, Dr Toumani Kanté, du collectif des docteurs vacataires des universités, instituts et grandes écoles du Mali, toujours avec Aminata qui décidément a un intérêt très fort pour le sujet. Alors donc vous aviez fait un communiqué, oui. Mais malgré ça, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur affirme que le recrutement, tout s'est bien passé dans la transparence totale. Que répondez-vous à ça? Oui, d'accord, madame. Au fait, nous, on a fait un premier communiqué. On devrait même pas, on comptait même pas en arriver là, entre nous et le département. Tu sais, on a fait un premier communiqué juste après la programmation des résultats. Nous avions dit tout simplement que ces résultats-là, vraiment, nous, on ne se reconnaît pas là-dedans. Donc là, c'était à notre avis dans les devoirs du département
de pouvoir nous rapprocher, parce qu'on faisait beaucoup de choses ensemble avant la proclamation des résultats. Nous rapprocher et discuter avec nous. Et vous avez quoi comme preuve, vous avez quoi, quel argument, quelle preuve vous en avez. Donc là, on allait discuter, avoir peut-être une solution. Donc, du fait que juste après le premier communiqué, le département aussi a organisé un point de presse pour dire que réellement ce concours-là est un concours transparent. Donc, on était en ce moment dans notre, pas de légitime défense, mais on était dans notre rôle de pouvoir sortir et communiquer maintenant avec les preuves à l'appui. C'est pourquoi le deuxième communiqué. Dans le deuxième communiqué, nous avions énuméré les différentes irrégularités là-dedans, et prouvant la non-transparence de ces recrutements. Donc, dans ce deuxième communiqué, au-delà des irrégularités, nous avions touché un peu le rôle, parce que les départements, même dans les points de presse organisés par les départements, le Ségal, qui était le président de la commission nationale, lui, il a énuméré un certain nombre de critères et qu'il a fait allusion, et que la commission a fait allusion pour recruter, mais qui n'était pas dans les communiqués officiels. Donc là, nous avions dit que nous avions énuméré tout ça là. Donc jusqu'au niveau même de la liste qui a été proclamée par le département. Et nous avions les éléments décelés à notre niveau. Donc on les a énumérés et en faire un deuxième communiqué pour publier et envoyer aussi au département. En cas de non prise en compte de vos revendications, parce que vous dites que vous demandez l'annulation pure et simple, et si ce n'a pas lieu, qu'est-ce que vous faites en fait? C'est quoi la prochaine étape? Parce que décidément, au regard des dernières avancées, évolutions du dossier, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que le ministère. Maintenant, vous faites quoi en fait? C'est quoi la suite? Bon, tu sais, nous sommes d'abord enseignants éducateurs. On n'a pas, et surtout de l'enseignement supérieur, donc personne n'a intérêt, nous on n'a aucune volonté de pouvoir déstabiliser quoi que ce soit. Nous sommes dans une dynamique de démarche, de dialogue. Nous croyons que si on avait été compris, on n'en serait pas là. Mais c'est pourquoi nous demandons toujours aux autorités, et surtout à l'autorité concernée qui est le ministre de tutelle, le ministre de l'enseignement supérieur, de pouvoir nous écouter, et discuter, accepter de discuter avec nous, et voir maintenant avec ce que nous avons comme argumentation, comme preuve, voir avec tout ça là, ce qu'il pourra finalement décider. Parce qu'on a touché les autorités hiérarchiques, c'était pour juste les informer. Mais c'est le département de tutelle qui est l'autorité concernée, qui peut décider sur cette question-là. Si est-ce que vous avez, en dehors de l'autorité de tutelle, est-ce que vous avez rencontré d'autres ne serait-ce que pour faire la médiation? Oui, on a rencontré la présidence sur cette question-là. Vous avez vu Assimi? Non, mais on a vu le secrétaire général de la présidence. Le secrétaire général de la présidence nous a envoyé au conseiller chargé des questions de l'enseignement supérieur auprès de Assimi, qui devrait aller à une mission et qui a laissé cette mission-là pour venir nous écouter, échanger avec nous. Et il a déposé un rapport, je crois, auprès du président. D'accord. On a été rencontrer d'autres autorités. Mais c'est dans le cadre de pouvoir vraiment nous accompagner dans le dialogue pour avoir une solution à cela. Donc, mettre ceux dont les droits ont été vraiment spoliés, qu'ils puissent être vraiment
remis dans leurs droits. C'est ça D'accord. juste ce que nous demandions. Ok, on va écouter Modibo Mao-Makalou qui, aujourd'hui, dans sa chronique économie, nous parle de l'industrialisation du Ghana. Il est toujours au micro de Moussa Bengali. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons parler un peu du défi de l'industrialisation en Afrique. Et comme vous le savez, l'Afrique du Sud constitue le pays le plus industrialisé du continent, mais aussi l'Afrique du Sud totalise la moitié de la production installée d'électricité en Afrique. Donc il va falloir faire des émules car le salut du continent passera par la transformation structurelle, c'est-à-dire l'industrialisation, c'est-à-dire aller des secteurs à moindre valeur ajoutée vers le secteur à plus haute valeur ajoutée, car en restant pourvoyeuse de matières premières et en important des produits manufacturés, ça va être très difficile pour notre continent d'atteindre la prospérité partagée auquel notre continent a droit. Donc, et pour cela, il va falloir élaborer une stratégie industrielle, c'est-à-dire élaborer des politiques industrielles pour quand même créer plus de valeur ajoutée, augmenter les revenus des populations et augmenter aussi le nombre d'emplois créés dans nos différents pays. Déjà, nous allons citer un pays qui est en train de faire un effort remarquable, je veux dire le Ghana. Vous savez, en 2020, déjà, le gouvernement ghanéen avait annoncé que 76 usines avaient déjà été construites dans le cadre d'un projet, un district, une usine, qui avait été lancé déjà en 2016 par le président de la République, Nana Akufo-Addo. Et c'était une initiative phare, selon un communiqué de la présidence ghanéenne qui a été publié le 22 octobre, et le nombre d'usines est passé de 156 en 2018 à 296 en 2022. Le projet une usine, un district, le district, précisons-le, est une subdivision administrative qui vient tout juste en dessous de la région. Le Ghana en compte 10 régions et environ 261 districts. Donc le projet une usine, un district vise à accélérer l'industrialisation du Ghana, qui, comme vous le savez, est le deuxième producteur africain de cacao et l'un des plus importants à l'échelle mondiale. Et la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial de cacao, avec le Ghana et le Cameroun, produisent 75% du cacao mondial, mais n'engrangent moins de 10% des revenus du cacao transformé, c'est-à-dire le chocolat. Donc c'est un défi que notre continent doit remonter. Donc rappelons aussi que le Ghana fait face actuellement à une crise économique accentuée, très aiguë, qui fait que la monnaie locale a plongé face au dollar, s'est beaucoup déprécié, et réduisant de ce fait le pouvoir d'achat des populations, car comme vous le savez, quand la monnaie se déprécie, c'est le pouvoir d'achat des populations aussi qui baisse, car la monnaie constitue le pouvoir d'achat. L'inflation a atteint au Ghana en septembre 2022 le chiffre de 37,2%, et le mois d'avant, c'est-à-dire au mois d'août 2022, l'inflation était à 34%, ce qui est insoutenable pour les populations ghanéennes. Donc le Ghana en ce moment est pour parler avec le Fonds monétaire international, l'institution de Bretton Woods, pour essayer d'obtenir une assistance de 3 milliards de dollars US pour renflouer son économie. Ces 3 milliards de dollars au taux actuel équivalent à environ 2000 milliards de francs CFA. Évidemment, le gouvernement a adopté des mesures d'austérité déjà, mais comme vous le savez, les ressources du Fonds monétaire international pour renflouer les finances publiques ghanéennes vont être attribuées en fonction de conditionnalité, et nous espérons que avec déjà la réduction des dépenses publiques et des investissements publics
que l'on peut déjà anticiper que ce projet, une usine, un district ne sera pas compromis. Je vous remercie. Merci à Modibo Maomakalo et à Moussa Bengali. Nous revenons à notre invité, Dr Toumani Kanté, du collectif des docteurs vacataires des universités, instituts et grandes écoles du Mali, avec une question de Atino. Oui, Monsieur Kanté, qu'est-ce que le collectif préconise comme mesure pour éviter ce genre de situation à l'avenir au Mali? Au fait, si nous avant l'avenir, est-ce que vous allez constater qu'il n'y a pas de solution laissée comme ça ou voilà? Il y a toujours une solution. Quand une problématique se pose, un problème se pose, avec sa solution. Concernant notre problématique là, nous disions tout simplement de faire recours à nos textes. Si on fait recours à l'arrêté fixant les conditions de recrutement, l'arrêté 2013 qui fixe les conditions de recrutement, plus l'ordonnance 2017 portant statut des enseignants et chercheurs de l'enseignement supérieur du Mali, et plus l'ordonnance aussi portant les conditions d'application de ces statuts-là. Donc dans ces textes-là, il y a les articles qui concernent ces volets-là, comment mettre en place les comités de sélection, et comment sélectionner. Et les critères aussi sont là-bas. Donc si on respecte cela, si chacun reste vraiment dans son rôle, nous ne serons pas face à telle situation. Mais je crois bien que les gens ont outrepassé les rôles. C'est ce qui nous ont amené là, dans cette situation. Mais honnêtement, est-ce que l'État même doit dire qu'il n'a pas les moyens de recruter 116 docteurs si on voit le volume qu'on paye annuellement en heures supplémentaires? Réellement, c'est ça là aussi la vraie question. Et là, le département évoque cette question-là, et ces propos-là, à qui des droits à chacune de ces sorties. Dire que réellement, ils sont confrontés à la problématique des heures supplémentaires. Ils payent cher les heures supplémentaires des enseignants. Et même dans ces heures supplémentaires, nous sommes payés, les vacataires. Nous bénéficions des heures supplémentaires. Nous sommes payés cela. Et les permanents aussi ont une bonne partie de ces heures supplémentaires, plus les salaires. En plus non, je veux comprendre. C'est dans la vacation, oui. Vous avez un tarif et vous avez également. Oui, on pise dans le budget des heures supplémentaires. Ah, mais vous plaignez de quoi alors? Oui, on pise là-dedans. Nous voulons être intègres. Nous sommes en train même de nous battre. L'un de nos objectifs, c'est de pouvoir se battre pour que ces heures supplémentaires puissent cesser. Et cela ne pourra aussi être une réalité sans recruter. Donc c'est pourquoi nous demandons à ce que l'enseignement supérieur, le département, l'État recrute les docteurs afin de diminuer les charges financières des heures supplémentaires. Si on voit les cas, à 100 et quelques docteurs, on n'arrive pas à recruter. Et si on prend le cas de la Côte d'Ivoire vient de recruter 800 docteurs. Et 800 docteurs en 2022. Ils ont le pétrole et le cacao. Le Niger vient de recruter 300 docteurs. Ils ont le pétrole et l'uranium. Donc là, au Mali, si on arrive. Et au Mali, on n'a pas 200 docteurs. Au Mali. 200 docteurs vacataires, le Mali n'en a pas. Donc aussi, on n'arrive pas à recruter les 116 docteurs. Sinon, nous voulons être recrutés tous les docteurs. Et nous sommes dans cette dynamique, dans cette démarche, les 116 docteurs. Un vrai problème. Donc, docteur, revenez quand vous voulez, pour qu'on en discute, surtout quand il y aura une solution. D'accord. Voilà. Donc, pour vous rappeler que nous recevions aujourd'hui docteur Toumani Kanté du collectif des docteurs et vacataires des universités, instituts et grandes écoles du Mali. Mesdames et messieurs, Aminata Agali Yatara, Georges Atino Koulibaly,
Mali. Nous avons été heureux et honorés de passer ce moment avec vous. Makan Diakité et Mohamed Traoré derrière la baie vitrée à la régie Draman Kone, pas Draman Lumed, un autre Draman Kone. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour refaire ensemble l'actualité. Merci et à la semaine prochaine.